Ça a fait. Femme, madame. Content, man. Je suis content. C'est qui Alan Alexandre? C'est qui? On va essayer de répondre à la question aujourd'hui, finalement. Un tête-à-tête avec Alan Alexandre. Alan Alexandre, l'un des jeunes qui est né au Québec, à Montréal, surtout à Montréal-Nord, mais aussi qui a contribué surtout pour la lutte contre la diversité et l'équité ici à Montréal, au Québec. Nous allons avoir une conversation, mais ce n'est pas une entrevue, c'est une conversation tête-à-tête où nous allons manger, partager et parler. N'est-ce pas, Alan Alexandre? Ça va? Bouche-moi plein. Pas parler. Ma mère m'a bien éduqué. Comment ça va? Je ne porte jamais la bouche pleine. Mais là, c'est ce qu'on fait. Tu vas devoir le faire aujourd'hui. Regarde, je fais une exception à la règle, puis j'espère que ma mère sera quand même fière de moi. Ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, très bien. Alexandre, tu es ici, à Montréal. Je suis allé à Montréal, effectivement. Précisément, je suis né dans le quartier Parc Extension. OK. Mais mes parents, mon père et ma mère se sont rencontrés ici à Montréal au début des années 70. Drôlement, on est à Montréal-là en ce moment, mais ils se sont rencontrés. Quand tu parles des années 70, il y a quelque chose qui monte dans ma tête. Ouais. C'est surtout l'époque de chasse à l'homme de François Duvalier, où les Haïtiens quittaient Haïti pour venir à Montréal, au Québec, au Canada. Et mes parents, mon père en particulier, il a fait partie du mouvement étudiant qui voulait renverser les Duvalier. Donc, il s'est ramassé ici au Canada très jeune, avec beaucoup de colère par rapport à ce qui se passait dans son pays natal. Puis il s'est dit, mais au moins en attendant, le temps que je suis ici, je pourrais être en sécurité, me fonder une famille potentiellement, me trouver une femme, et puis on verra pour le reste. Ça dit, ton père a rencontré ta mère ici. OK. Ouais. Donc ta mère... Ma mère est arrivée ici à l'âge de 19 ans. Ma mère, à quel âge aujourd'hui? Ma mère va avoir 75 ans. Donc, c'est un long parcours. Ça fait longtemps. Toi, tu es né en Parc Extension, mais tu as grandi à Montréal, non? Mais est-ce qu'il y a une affiliation entre Saint-Michel et Montréal-Nord de ton parcours? Beaucoup. Donc, mes parents, quand ils se sont rencontrés, je te disais tantôt, ils étaient très jeunes. Ouais. Ils se sont mariés relativement jeunes aussi. Donc, la première maison dans laquelle ils ont habité suite à leur mariage, c'était à Montréal-Nord. Donc, j'ai mon grand frère, dans le fond, qui est 5 ans plus vieux que moi, qui est né et a grandi à Montréal-Nord. Quand ma mère est devenue enceinte, bien, on habitait encore à Montréal-Nord. Mais c'est juste que la famille allait s'agrandir, donc il fallait trouver un espace avec un petit peu plus un espace avec plus d'espace, c'est ça. Donc, ils ont décidé, dans le fond, d'aller ailleurs, dans le quartier à Ontic, qui, surprenamment, j'ai appris à travers les années, là, on est était le bastion. On est à Ontic, non? Présentement, on était à Ontic, mais mes parents étaient du côté de Parc Extension en particulier. OK. Qui, surprenamment, je te disais, de les années 70-80, était un bastion de la communauté haïtienne. Donc, mes parents se sont rendus, comme qu'est-ce que tout font les nouveaux immigrants, dans un secteur où il y avait du monde qui leur ressemblait ou au niveau culturel et qui leur permettrait naturellement là, de pouvoir s'intégrer là, au Canada, oui, mais surtout avoir une forme de famille, un environnement dans lequel ils pourraient être supportés aussi. Okay. Donc, mais j'ai encore mes tantes, mes cousins, etc., qui habitent toujours à Montréal-Nord, qui sont arrivés au Canada dans les années 70 encore. Donc, mes racines à Montréal-Nord sont encore relativement bien ancrées. C'est quand même une grande famille. Une grosse famille. Grosse famille. Tu as étudié, tu as quand même des études en sciences politiques, en politique aussi.
aussi des parcours en tant que, non seulement Alan qui est la personne socialement engagée, mais il y a à côté aussi Alan en tant que politicien. Mais il y a aussi Alan en tant qu'humain, mais souvent que j'entends parler. Comment tu arrives à décanter ces trois personnages? Honnêtement, je n'arrive pas à... C'est pas... je ne compartimente pas qui je suis. Je suis une extension de moi-même dans tout ce que je fais. Donc, je suis quelqu'un de relativement introverti. C'est quelqu'un qui travaille vraiment fort. Quelqu'un qui aime beaucoup. Donc, beaucoup d'amour pour ma famille, mes amis. Quelqu'un d'extrêmement loyal aussi. Au moins, c'est ce que disent mes amis. Mais je suis aussi quelqu'un qui est très engagé. Je suis quelqu'un qui j'aime ça l'action. J'aime pas ça quand les choses traînent. J'aime pas ça trop parler pour rien dire. Donc, puis je trouve que c'est vraiment des aspects de ma personnalité que je retrouve dans tout ce que je fais. Donc, et puis je pense que ma famille, mes amis, puis mes collègues aussi te le diront. Fait que je me vois comme étant une extension de qui je suis, mais dans des sphères complètement différentes. Ton engagement social t'a permis de créer un organisme pour lutter sur ce qu'on appelle promouvoir la diversité, mais aussi, étant donné qu'on est d'une communauté minoritaire, donc est-ce que c'est à partir de ça que tu as pris la décision? Parce que au début de ta carrière, tu avais quand même un très bon emploi, tu travaillais très fort, et puis tu habitais à Ottawa à l'époque, et d'un coup tu as décidé de laisser tout pour venir ici à Montréal, s'établir et puis monter un organisme pour pouvoir aussi non seulement aider les gens racisés, défavorisés de la communauté à travers la culturelle. En plus, quand on dit CECAM, on voit que c'est un organisme qui est exclusivement pour la communauté noire. C'est un espace pour la communauté noire à Montréal. C'est à partir de quel moment tu décidais de faire quelque chose pour pouvoir utile la communauté? Pour laisser tout ça, tout ce que tu avais déjà, tout ce que tu avais déjà construit. Et puis, tout ce que tu avais déjà construit pour laisser tout ça et puis pour au moins dire, OK, je vais faire quelque chose, je vais créer quelque chose qui pourra faire de l'impact sur la communauté. La première des choses, c'est juste pour rectifier, c'est que je suis allé vivre à Ottawa de manière temporaire. Donc, je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal, ailleurs aussi, en Haïti, comme sûrement tu le sais aussi. Donc, j'étais à Ottawa pendant quelques temps, le temps que je travaille pour le gouvernement, pour le gouvernement Trudeau, donc en politique. Donc, j'ai travaillé au Parti libéral du Canada. C'est là que j'ai commencé vraiment un peu ma carrière en politique. Et ensuite, là, je suis allé travailler en cabinet quand le gouvernement, quand le Parti libéral a été porté au pouvoir en 2015. Donc, j'ai passé ces années-là avant de revenir à Montréal en 2021. Donc, mais tu sais, de manière générale, j'ai toujours été quelqu'un, tu sais, je pense que c'est la famille de laquelle je viens. Moi, chez nous, là, à table, quand on dîne, quand on soupe, on parle toujours d'enjeux sociaux. Toujours. Et c'est pas parce qu'on s'aime pas puis on veut pas dire ah je t'aime. C'est pas ça. C'est que on a toujours été tellement impliqués socialement, civiquement, politiquement, philanthropiquement dans à peu près tous les aspects de la vie que nos conversations deviennent toujours des conversations par rapport à mais c'est dans quoi tu es impliqué ici aujourd'hui ou les dernières nouvelles qui ont été annoncées puis qu'est-ce qui est arrivé puis on essaie de débattre de l'actualité puis chez nous on a toutes des têtes de cochon. On s'entend pas toujours, pour être honnête avec toi. Donc, ça fait toujours de belles discussions très houleuses, je dirais, entre nous. Mais la chose est que, tu sais, mon implication, tout ce que j'ai fait, ça part de là. Que moi, j'ai toujours été entouré de parents et de frères et sœurs qui se sont toujours sacrifiés eux-mêmes pour donner aux autres. Fait que, tu sais, je vois ça comme étant un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je ne pense pas que j'avais vraiment le choix, pour être honnête avec toi. J'ai pas connu autre chose que d'être quelqu'un qui était impliqué civiquement, philanthropiquement, et essayer de faire une différence dans sa communauté.
pendant ton passage à Ottawa, quand même, tu as pu impliquer dans plus de 551 millions de dollars pour permettre aux organismes ou aux entreprises de la communauté noire de pouvoir bénéficier de certains avantages. Parce qu'on sait que c'est quand même, c'est pas une chose facile de voir, en tant qu'Alain Alexandre, et de pouvoir contribuer aussi à ça, surtout pour les organismes, les entrepreneurs de la communauté noire. Aujourd'hui, quand tu vois des organismes ou tu vois les gens ou des entrepreneurs de la communauté qui, non seulement qui sont en train de réussir ou qui ont construit quelque chose, qu'est-ce que tu te dis quoi quand tu vois un travail comme ça? Je dirais que je dis, on part de loin, on arrive de loin. Puis la raison pourquoi je te dis ça, c'est que, tu sais, ça a été vraiment le privilège de ma vie. Je vais te dire quelque chose, OK? Quand en 2014, là, j'avais été embauché par le Parti libéral du Canada pour devenir un coordonnateur au sein de leur bureau. J'avais été remarqué parce que j'étais quelqu'un qui était déjà impliqué à faire du bénévolat avec le parti, etc. Donc, quelqu'un m'avait remarqué, puis regarde, t'aimerais tout ça faire du bénévolat de plus avec le parti. J'ai accepté, il n'y a pas de problème. Justin Trudeau est devenu chef du Parti libéral du Canada. Et on cherche, dans le fond, à grossir un peu l'équipe, dans le fond, de la permanence à Ottawa. Puis je passe en entrevue et tout, puis je me rappelle, il m'appelle pour me dire que j'ai la job. Ah, ben parfait, c'est excellent, merci beaucoup. J'ai bien hâte, je vais commencer ma job, je vais me faire un bon petit salaire, etc. Et j'apprends que le salaire qu'il m'offrait, c'est 33 000 $. Je gagnais à ce moment-là autour de 70 000 $. Puis je me rappelle que ma copine dans le temps, j'ai eu la chance, je lui ai parlé, je lui ai dit, hey chérie, écoute, je viens d'avoir cette offre d'emploi-là, puis c'est pas très fort, je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça, là, c'est quasiment insultant, tu sais. Puis le lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit, tu sais quoi, je vais le faire. Donc j'ai accepté de couper mon salaire de plus de la moitié pour débuter un job à 33 000 $. Puis la raison pourquoi je l'ai fait, puis avec un peu de recul, c'est parce que je croyais dans l'individu, je croyais dans le parti, je croyais dans les valeurs de qu'est-ce que c'était ce parti-là. Puis je m'étais toujours dit que le travail que je faisais comme bénévole, j'étais prêt à le faire comme job à temps plein, sans me faire payer. Fait que 33 000 $ pour moi, de cette perspective-là, c'est quasiment une augmentation de salaire. Exactement. J'aurais été prêt à le faire pour rien. Là, j'ai eu 33 000. Et par la suite, j'ai travaillé pendant 2 ans avant d'avoir une petite augmentation de salaire. Donc, j'ai complètement changé ma vie. Tu sais, je me promenais à vélo partout ce que je m'en allais. J'ai complètement diminué ma consommation, tu sais, de café et de trucs comme ça. Je sortais un peu moins avec mes amis parce que je croyais dans quelque chose. Donc, je me suis investi à 100% dans ce travail-là. Puis ensuite, je suis devenu organisateur de terrain principal pour le Parti libéral du Canada. Donc, j'étais responsable à l'échelle du Québec d'organiser des élections au niveau terrain, de mettre en place des équipes, de former des candidats, etc. Donc, tu sais, je faisais ce point-là juste pour comprendre comment je me suis rendu dans le fond du milieu de la politique. Et quand je suis arrivé en cabinet, après qu'on a gagné l'élection, la question, dans le fond, des communautés noires qui faisaient du lobby auprès du gouvernement, des trucs comme ça, qui avaient des enjeux, c'est pas des enjeux qui avaient existé jamais avant. C'est pas des pratiques qui avaient existé avant. Donc, il fallait vraiment partir de zéro. Et moi et mon ami Greg Fergus, qui est présentement le président de la Chambre, Greg, ça fait 22 ans qu'on se connaît, on est vraiment de très proches amis. On a discuté, puis on a vu la nécessité, dans le fond, de mettre en place ce qu'on appelle un Black Caucus. Yeah. Le Black Caucus et le Caucus des Noirs s'est rapidement rassemblé avec des gens de la communauté comme des Emmanuel Dubourg, des Frank Billis, etc., qui se sont joints, dans le fond, à ce caucus-là. Puis on a ajouté, dans le fond, des staffers qui n'étaient pas élus, dans le fond, de le caucus également, pour faire avancer les dossiers de la communauté. Puis moi, je me rappelle, c'est en 2019 que le premier ministre, on a été à la Maison d'Haïti pour une activité. Puis sans que je le sache, quelqu'un a posé une question, dans le fond, par rapport à quoi faire pour la communauté noire, puis des trucs comme ça, les initiatives. Il a dit, dorénavant,
Si vous avez des questions par rapport à ça, vous avez des idées, etc., la personne à qui vous devez parler est assise juste en arrière de moi. Cette personne-là, c'était moi. Donc, tout de coup, je me suis ramassé avec un peu le dossier de la communauté noire, si tu veux, entre mes mains. Donc, ma job, c'est vraiment de coordonner différentes initiatives qui allaient vraiment avoir un impact réel sur la communauté noire. Et puis, ma grande joie, c'est de dire que les enjeux étaient énormes, les besoins étaient significatifs. Et de voir qu'au moment que j'ai quitté le gouvernement en 2021, avec la volonté du premier ministre, avec le travail que certaines personnes au gouvernement, telles que de Marjorie Michel, a fait, puis le travail qu'a fait la société civile également, les entrepreneurs eux-mêmes, la manière qu'ils étaient engagés, ils avaient des idées, des solutions à apporter. Donc, on a pu faire belle équipe ensemble pour créer 551 millions de dollars en initiative pour les communautés noires uniquement au moment de mon départ du cabinet en 2021. Et il y a d'autres investissements qui ont été faits par la suite. Mais ça te montre de où qu'on part. Puis à quel point moi, je me sens fier d'avoir été quelqu'un qui était en plein milieu de tout ce travail-là pour coordonner, pour initier ce type d'initiative-là. Puis moi, ça a été vraiment un privilège vraiment extrême de pouvoir avoir participé à tout ça. Et c'est des choses que toi, tu n'en parles pas vraiment. Parce que c'est en faisant mes recherches que je trouvais que mais Alan a contribué à tout ça pour les causes que nous, on essaie de défendre présentement, la communauté noire. Mais pourquoi on n'en parle pas de la communauté, dans notre communauté? Alors, je pense qu'en partie, il y a deux choses. Il y a l'individu lui-même, c'est son... Pardon. Tiens, piment ça fort. Rien de l'eau, rien de l'eau. Un bon petit de l'eau. Ça, c'est un jus. L'eau. Donc, il y a moi qui... naturellement, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. J'aime ça m'effacer au maximum, puis travailler dans les coulisses. J'ai toujours été beaucoup plus efficace dans les coulisses, à ne pas être distrait. Si tu regardes mes médias sociaux, j'ai jamais été quelqu'un, malgré mon implication, puis tout le monde sait c'est quoi mes implications, qui n'a jamais senti le besoin de mettre de l'avant qu'est-ce que je fais. Mais aussi le travail, de toute manière, quand tu fais ce travail-là, tu es tellement pris dans le quotidien, tu n'as pas le temps de penser à toi-même. À toi-même, puis à penser à qu'est-ce que tu as réalisé. Moi, ça m'a pris vraiment, quand je suis sorti d'Ottawa pour revenir à Montréal, ça m'a pris des interactions avec des acteurs dans le milieu qui me rappelaient des choses que je faisais pour eux. Puis moi, j'avais complètement oublié que ces choses-là sont arrivées. Donc, en partie, c'est la personnalité, donc je ne me mets pas de l'avant de manière générale. Et en l'autre partie, bien, c'est le fait même que tu es tellement pris dans le vortex du travail que tu faisais que tu oublies en partie ce que toi-même as fait, tu as réalisé. Donc, puis avoir eu un gouvernement tel que M. Trudeau qui était là, qui était très sensible à ces enjeux-là, qui a mis le paquet parce qu'il y croyait aussi fondamentalement, c'est vraiment sa conviction. Ça a énormément aidé le travail que les élus, députés de la communauté noire ont pu faire, des personnes comme moi dans des rôles de coordination, dans le fond, d'initiative pour la communauté au sein du gouvernement, que moi j'ai pu faire également. Donc, je donne aussi crédit à tout ce travail qui a été fait par les autres. En parlant de la politique, si je ne parle pas de cette partie-là, je pense que je manquerai vraiment dans notre conversation. Alan est né ici, mais Alan a eu un parcours en Haïti. Alan a vécu en Haïti. J'ai un parcours atypique, comme le monde. Est-ce que les gens savent vraiment que Alan a un parcours atypique en Haïti? Ou Alan a appris le créole? Bon, tu parles en créole parce que si tu poses une question en français, moi je parle en créole, pas de choix. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, je vais dire quelque chose. J'ai un parcours atypique, puis je te dirais, la plupart des gens, très peu de monde savent c'est quoi mon histoire personnelle, parce que, tu sais, on vit dans une société où on veut toujours entrer les gens dans une moule, OK? Parce que toi, tu as l'air de ça, donc tu dois être ça. Toi, tu as l'air de ça, tu dois venir de telle place. Toi, tu as l'air de ça, mais tu dois réfléchir d'une certaine manière. Donc, mon parcours est atypique en ce sens que, tu sais, je suis né à Montréal, comme je te dis, dans le quartier Parc Extension. Mes deux parents haïtiens, mon père énormément attaché à Haïti. D'ailleurs, mon père vit en Haïti en ce moment. Mon père vit en Haïti depuis 26 ans. Il est retourné vivre en Haïti. Mes parents se sont séparés, donc mon père a décidé de partir vivre en Haïti. Mais moi, quand je suis né, mes parents, mon père qui allait à l'école, qui voulait apprendre l'anglais.
dans un milieu qui est comme le Canada, français et anglais, mais il s'est dit que c'est une aberration que de ne pas essayer d'apprendre les deux langues. Donc, mon père a décidé, lui, d'aller étudier en Ontario et pour pouvoir apprendre l'anglais. Évidemment, naturellement, toute la famille est venue avec mon père, donc maman inclus. Quand je suis arrivé là-bas, bien, moi, automatiquement, j'étais à l'école en anglais. Mais au moment où je suis arrivé là-bas aussi, je ne savais pas encore parler, moi. Donc, la première langue que j'ai apprise, c'était l'anglais. Et quand mes parents ont décidé que c'était le temps, mon père voulait absolument retourner en Haïti, les Duvaliers sont tombés. Donc, à la fin des années 80, mes parents disent, mais mon père dit, moi, je retourne en Haïti, j'amène la famille avec moi, mais moi, je débarque en Haïti. La deuxième langue que j'ai appris à parler, c'était le créole. Donc, le français, tu as appris le français? Le français, c'est ma troisième langue. Le français, c'est la troisième langue que j'ai apprise. Parce que quand je suis arrivé en Haïti, mais c'est tous des cousins qui étaient là, la famille qu'on avait encore en Haïti. Premier bagage, ils me disaient, même, on va apprendre le créole. Ils disent ça, parce que les autres parlaient français, parce qu'ils étaient plus vieux. Ils étaient à Montréal, tout ce temps-là, ils pouvaient déjà communiquer en français. Mes cousins en Haïti, ils ont décidé que moi, je vais apprendre le créole. Donc, avant même que je sois à l'école pour apprendre français, créole seulement. Ils ne pas le créole. Fait que quand je suis arrivé, j'ai appris le français, ça prend pris du temps. Je suis quelqu'un, je suis très habile avec les langues de manière générale. Donc, m'apprendre le français très rapidement. Puis après ça, les années que j'ai passées en Haïti, bien, j'étais allé à l'école catholique québécois qu'on avait là-bas en Haïti, au Gonaïve. Et après ça, on est revenu ici à Montréal. Puis moi, je suis revenu pour commencer mon secondaire ici à Montréal. Puis je l'ai fait en français. Mais imagine-toi le gars qui est né à Montréal, qui a été en Haïti, où tout le monde le voyait comme étant pas 1-2, et qui revenait chez lui à Montréal, mais qui parlait avec un accent créole tellement fort que le monde pensait que je suis un jazzcom, comme il me l'appelait. Alors que j'avais tout ce parcours-là. Fait que, imagine-toi, tu arrives là, un jeune de mon âge, puis tu dois apprendre à composer avec tout ça, là. Le rejet, parce que partout ce que tu vas, il n'y a personne qui t'accepte. Ouais, je comprends. Tu sais, fait que arriver là-bas, arriver à Montréal, les premières années étaient relativement difficiles, tu sais, parce que les gens ne te voyaient pas comme étant 1-2, tu sais. Ouais. Mais très rapidement, tu sais, j'ai repris la langue, tu sais, j'ai un peu pris mon accent québécois qu'on dit souvent que j'ai. Puis j'ai poursuivi à faire ma vie comme ça, en français et en anglais, tu sais. Fait que je suis en créole aussi, tu sais. Le temps que je suis en Haïti, j'ai gagné des concours de dictée en créole, parce que j'ai appris la grammaire créole. Beaucoup de malice pour apprendre toute bagarre à l'école. Apprendre parfait. Puis moi, je suis arrivé à un moment où il était commencé à mettre créole comme cours obligatoire dans toute l'école. Donc, on a un professeur français, on a un professeur créole, on a un professeur anglais, un professeur espagnol. Donc, moi-même, c'est comme ça que m'apprendre créole tout. M'a parlé, mais m'a écrit tout. Donc, je participé dans la dictée, j'ai un concours de dictée en créole, j'ai un concours de dictée en français tout. Donc, ça, c'est vraiment tout le bagage qui vient avec ça. Fait que, c'est pour ça aujourd'hui, les gens me voient, je ne suis pas quelqu'un qui m'affiche. Dans le fond, mon haïtienneté, elle là, est très ancrée en moi. C'est la question que j'ai posée. Mm-hmm. Au niveau de la culture haïtienne, Alan, quand on parle de la culture haïtienne, c'est tellement riche, il y a tellement de choses. Mais toi, qu'est-ce que toi, qui te retient le plus au niveau de la culture haïtienne? Est-ce que de ton parcours en Haïti, en arrivant ici, ou du moins en grandissant avec tes parents, il y a une certaine est-ce qu'il y avait la transmission, ou du moins si c'est le vrai mot, ou la transmission, ou du moins est-ce que les parents te permettent que au conserver et patrimoine ou bien pop culture, ça ou bien est-ce que vous avez une possibilité ça qui est différent par rapport avec d'autres jeunes qui sont nés ici? Par exemple, il y a des jeunes qui sont nés ici, de parents haïtiens, qui ne parlent même pas créole. Tu vois, ils ne connaissent rien de la culture haïtienne. Peut-être la bouffe, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ici, à côté de la caille, il faut manger. Mais sinon, autre chose. Mais au niveau de la culture, différent par rapport aux autres communautés. Comment puisque toi, tu as passé par là, comment comprendre et nécessiter de préserver notre culture, tout en intégrant aussi dans d'autres cultures. Par exemple, là, on est au Québec, dans la culture québécoise, dans la culture canadienne. Moi,
je suis un fier Canadien, enraciné, ancré dans mes racines haïtiennes et habité par les valeurs du Québec. Puis je suis toutes ces choses-là en même temps. Je me sens pas moins québécois que je me sens canadien, puis je me sens pas moins canadien que je me sens haïtien. Toutes ces choses-là font partie de mon identité. C'est une continuité. Maintenant, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu quand même préserver, apprécier, puis continuer à transmettre, dans le fond, qu'est-ce que j'ai eu, dans le fond, de culture haïtienne. Que moi, la culture haïtienne, c'est pas une culture haïtienne que j'ai appris, là. Moi, je l'ai vécu, c'est mon quotidien. C'était mon quotidien quand j'étais en Haïti. Donc, toutes les années que je passe en Haïti, moi, je m'étais immiscé, c'était mon quotidien, mais j'avais même pas pensé à ça. Et la notion de transmission de la culture haïtienne, pour moi, ça me paraît un peu bizarre parce que moi, c'est ma réalité. C'est ça que j'ai vécu. C'est très difficile d'expliquer à quelqu'un, est-ce que tu transmets la culture haïtienne? J'ai fait des efforts moi-même à travers les années et je continue à faire ces efforts-là aujourd'hui, de rester au courant de ce qui se passe en Haïti, tout simplement parce que, de un, mon père vit en Haïti. Donc, Haïti, c'est pour les pays qui ont un problème. Donc, il faut toujours au courant par rapport à ce qui a passé parce que nous connaissons qui est arrivé Famion. Donc, il y a cette sensibilité-là qui est là. La deuxième chose, c'est que, de manière générale, je suis quelqu'un de curieux. Puis, je pense que l'histoire d'Haïti, c'est une épopée. Je pense que c'est une histoire qui n'a pas été encore racontée. Et je pense que quand cette histoire-là va être racontée, ça va ouvrir vraiment les yeux du monde par rapport à toute une notion, une réalité d'un peuple qui est fier, qui est riche en histoire, riche en culture, diversifié, brave, qui n'a pas peur, feu aux yeux, résilient. Je pense qu'il y a beaucoup vraiment à découvrir, puis je pense qu'une bonne partie de qui je suis vient justement de toutes ces choses-là. Tu sais? Puis c'est parce que je pense que j'ai vu la misère, j'ai côtoyé la misère, j'ai vu aussi la richesse, j'ai côtoyé la richesse, j'ai vu le beau, j'ai vu le pas si beau, j'ai vu la pauvreté de la manière les plus abjectes, mais j'ai vu la richesse de la manière, dans le fond, les plus opulentes. Et de tout ça, par contre, toute la chose qui me revient toujours quand on parle d'Haïti, malgré ces contradictions qui existent des fois, c'est vraiment la beauté et la richesse de la culture. Donc, de mon propre aveu, c'est pas manger un peu de manger haïtien. Pas parce que je parle de cuisine, non, c'est parce que je ne pas cuisiner même, de manière générale. Donc, ma culture haïtienne, c'est beaucoup, j'écoute beaucoup de compas, admettons. Beaucoup de compas. Compas zouk un peu, là. Tu sais, les années 80, là, comme Skacha, on prend un paquet de groupes digital. Tabou Combo. Tu sais, vraiment les classiques, là, je suis encore très attaché à ça parce que c'est beaucoup les années que j'ai passées en Haïti aussi. Exact. Tu comprends? Même le Michel Martelly de l'époque, avant qu'il devienne Sweet Mickey, tu sais, j'ai adoré écouter cette musique-là, tu sais, fait que tu sais, j'ai encore beaucoup de ça aujourd'hui en moi. Puis, c'est naturellement, quand, c'est dans mes relations que j'ai eues avec différentes personnes, je me suis toujours assuré, dans le fond, d'être le vecteur, dans le fond, de la culture haïtienne. Alan, en tant que quelqu'un qui milite surtout pour, pas seulement pour la communauté haïtienne, mais pour la communauté noire en général au Canada, à travers des prises de position, à travers des différentes actions. Mais avant de rentrer dans des articles qui a été publiés par des journaux, soit ici au Canada, soit en Ontario ou vers le Québec, le Canada en général. En parlant de la communauté haïtienne, parce que tantôt on parlait de la communauté haïtienne, de ton parcours aussi en Haïti, tout ça. La communauté haïtienne, normalement, elle a immigré ici, je peux dire, par rapport avec la masse d'immigration. Ça a commencé ici en 1970, si je me rappelle. Maintenant, en tant que la personne le mieux placée pour répondre à cette question, si on prend de ces années-là à nos jours, comment tu vois la communauté haïtienne au niveau de placement au Québec ou au Canada en général? En termes de ce qu'on a réalisé, en termes d'implication, en termes d'intégration par rapport à ce qu'on a fait.
je vais juste rectifier pour dire que mes parents ont beau arriver ici au début des années 70, mais je n'étais pas né en 1970. Fait que Non, je parle pas de ça. Faut pas bomber l'âge. Non, pas bon l'âge. Pas bon l'âge. En fait, me pose la question, c'est... Étant que... Ou, par rapport à l'implication, implication sociale, implication politique, ou très proche communauté, ça, et dit, on pense qu'on est mieux placé pour regarder, pour voir, est-ce que la communauté est mieux placée en termes par rapport avec ça nous fait, ça nous réalise ici, par rapport en termes de valeur ajoutée pour la société québécoise ou canadienne. C'est ma question, ma question, c'est ça que je cherche à savoir. Quelle est la personne le mieux placée pour répondre à cette question? Oui. Ben écoute, le premier à dire, c'est que je pense que la communauté haïtienne en particulier a énormément contribué à la société québécoise et au Canada. Tu te rappelles que dans les années 60 et 70, quand le Québec avait besoin de pourvoir ses universités qui venaient juste d'être créées, des sociétés d'État telles que l'UQAM, etc., avait besoin de médecins, avait besoin d'enseignants des écoles secondaires parce qu'on venait juste de sortir, dans le fond, de la période de la Grande Noirceur avec les années du Plessis. Mais c'est Haïti qui est devenu le pourvoyeur principal des ressources humaines dont avait besoin le Québec pour éduquer, pour répandre l'éducation de manière générale, puis apporter une valeur ajoutée. Il y avait des raisons naturellement sociologiques et sociodémographiques qui l'expliquent également. Haïti étant un autre pays dans l'Amérique et une histoire relativement similaire à celle du Québec par rapport, dans le fond, à la résistance de manière générale de leur peuple. Aussi, le fait même, de manière générale, il y avait une forme d'affinité culturelle qui existait entre les Haïtiens et les Québécois, je pense. C'est que l'on veut ou non, des noms qui sont français, des gens qui parlent français, qui sont catholiques la plupart du temps. Donc, je pense que il y avait vraiment là, un mariage, vraiment un match qui a été fait là, sur papier, qui existait, que le gouvernement du Québec a vu l'opportunité justement qu'Haïti devienne, dans le fond, une place pour ça. Donc, la communauté haïtienne a beaucoup contribué dans le fond au Québec et je pense que c'est important de le reconnaître. Ce qui est important également de reconnaître, c'est que avec les vagues d'immigration qu'on a eues au Québec à travers les années, l'immigration a énormément changé. Et ces gens-là qui sont arrivés ici au Canada, des années 60-70, même des années 80, qui ont énormément contribué au Québec, ils ont contribué à la hauteur de ce qu'ils savaient, de ce qu'ils pouvaient faire, je pense. Dans ce sens-là, je pense que j'ai beaucoup de sympathie dans une certaine mesure, mais aussi j'ai beaucoup de compréhension à l'égard de ces gens-là qui, de nouvelles générations, on dit, n'ont pas assez contribué. Est-ce qu'ils auraient pu contribuer plus? Oui, absolument. Est-ce que je pense que la communauté haïtienne, dans son évolution, dans son intégration, de la place qu'elle a pris au Québec, pourrait être ailleurs, encore plus loin? Ma réponse est absolument oui. Puis c'est pas pour rien non plus que je me présente. D'ailleurs, c'est parce que je veux faire avancer la société québécoise en tant que Québécois, mais en tant que Canadien également, mais sans perdre de vue également le fait que je suis d'origine haïtienne et je peux contribuer à cette manière-là. Fait que moi, je pense que il y a encore du travail à faire. Je pense que dans les 10 dernières années, on a vu énormément de changements. Et dans ce que moi j'ai vu avec le travail que j'ai fait avec la communauté noire à l'échelle du Canada, la communauté noire montréalaise, en particulier la communauté haïtienne, demeure la communauté la plus organisée, avec le plus d'ambition que j'ai vu. À date, ça c'est seulement dans ce que j'ai vu, là, d'ambition collective, je dirais, de manière générale. Et je pense qu'il y a un bel exemple ici à suivre. Mais je pense qu'il nous reste énormément de travail encore à faire quand ça vient à vraiment réellement intégrer la société québécoise, mais aller au-delà de s'intégrer, mais surtout prendre sa place, dans le fond, au sein de la société québécoise. Je suis tombé sur un document publié par, normalement, le ministère de l'Immigration ici, mais le document a été présenté par la Maison d'Haïti. Il y a une partie qui me retient, c'est dit que la communauté haïtienne
ont plus de difficultés à s'intégrer socialement. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Donc, Mais écoute, j'ai pas lu l'article, donc il manque le contexte complet, mais si je me base uniquement sur ce segment-là dont tu parles, moi, je peux dire c'est quoi mon interprétation de la chose. Mon interprétation, c'est que il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est des barrières qui sont de nature systémique, qui existent. C'est quand tu arrives au Canada comme un nouvel immigrant, c'est une personne noire qui arrive dans un pays, ici comme ça, qui doit s'adapter à un environnement, à une culture qui est complètement différente des fois, comparativement à d'où viennent ces personnes-là. Donc, je pense qu'il va y avoir des barrières systémiques à affronter qui ne vont pas nécessairement aller dans l'avantage de cette personne-là qui est nouvellement arrivée au Canada. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, de manière générale, je pense qu'il y a aussi un effort à faire du côté, dans le fond, des différentes communautés immigrantes. Je sais que c'est très facile à dire parce que moi, j'ai jamais été immigrant dans un pays. Le seul pays où j'ai été un immigrant, c'est en Haïti. OK? Donc, juste pour donner quelque chose. Donc, tu sais, je pense de manière générale, il y a aussi le fait que il y a une nécessité, dans le fond, de nos communautés, quand ils arrivent au Canada, dans le fond, de prendre leur place et de pouvoir s'affirmer. L'exemple que je peux donner, c'est toi. Ça fait 4 ans seulement que tu es au Canada. Ouais. Tu es arrivé, tu as compris tout de suite comment ça fonctionnait le système, ou tu t'es entouré de personnes. Ben, je me suis entouré de personnes. Qui t'ont expliqué comment fonctionne le système. Exactement. Et aujourd'hui, tu appartiens à une entreprise toute seule, tu appartiens à leur BNL toute seule, en l'espace de 4 ans. Là. Ouais. Donc, si toi, tu peux le faire, quelqu'un d'autre peut le faire aussi. Quelqu'un d'autre peut le faire. Puis je suis pas en train de dire que les circonstances sont pareilles. Là. Il y a du monde qui arrive, puis qui viennent de milieux complètement défavorisés, qui doivent s'adapter à un nouveau pays. Et on a des personnes qui sont parties d'Haïti pour fuir l'insécurité, pour marcher à pied à travers l'Amérique, sinon pour se retrouver ici. C'est des gens qui sont brisés mentalement, qui sont traumatisés. Et ça serait très difficile et injuste de ma part que de m'attendre d'eux. Ça, parce que tout ce qu'ils veulent faire, c'est survivre. Ouais. Et en dit cela, des personnes qui arrivent ici au Canada dans des circonstances qui ne sont pas aussi difficiles que ces migrants-là qui arrivent ici chez nous, et ils ont une obligation de s'assurer que quand ils arrivent ici, de faire leur part également à cette équipe et de prendre leur place dans la société canadienne. On a tellement de choses à dire là-dessus. Alan, tu écris quand même beaucoup d'articles. Mais parmi tous ces articles-là, il y a 2 articles qui ont retenu mes attentions. La première, c'est tu disais que à quand l'art comme un outil de développement économique? Il y a ça aussi. Cet article est apparu le 26 février 2023 dans Le Devoir. Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le 15 juin 2021, il y a l'article qui dit que l'avenir du français est africain. Et cet article est apparu dans Open Canada. Ouais. Ben écoute, je publie régulièrement, effectivement. Là, je suis pas juste dans les 3 dernières années. 3 dernières années, j'ai publié 7 ou 8 fois. Là. Donc, la presse, Le Devoir, le Toronto Star. Donc, je publie en français et en anglais. Parce que, tu sais, j'ai des perspectives, j'ai des opinions, j'ai des angles que je peux offrir qui ne sont pas nécessairement toujours offerts dans ce qu'on a dans l'espace médiatique. Donc, tu sais, à quand l'art comme outil de développement économique, c'est un article que j'ai publié dans Le Devoir parce que, comme tu le sais, je suis le fondateur du Centre culturel afro-canadien de Montréal, qu'on appelle le CECAM. Puis le centre, je l'ai fondé en 2021. Ouais. Quand j'ai quitté la politique fédérale, donc au lieu d'aller travailler dans une grosse job à quelque part, j'ai décidé de ne pas prendre de salaire à la place puis d'aller bâtir cette entreprise-là qui est maintenant aujourd'hui, c'est le plus grand centre d'art et de culture pour les communautés noires de l'histoire du Canada. Donc, on a été récemment financé par le gouvernement fédéral à plus de 22 millions de dollars. Et on a encore d'autres financements qui ont été faits. On a eu beaucoup de dons au niveau de la communauté pour faire avancer ce projet-là. Donc, au moment où j'ai écrit cet article-là, je pensais justement à la manière dont l'art et la culture peuvent, dans le fond, aider à donner un essor économique au Québec et au Canada de manière générale, parce qu'on a beaucoup de talent ici.
Et je pense que l'approche qui a été prise de manière générale par nos gouvernements, c'est qu'on préconise de manière quand même assez systématique une forme de subventionnariat de l'art et de la culture, qui fait en sorte que il n'y a peut-être pas autant d'incitatifs pour les gens qui ont du talent et qui voudraient peut-être abandonner leur job et se donner complètement à la pratique artistique, de vouloir embarquer dans des projets comme ça pour pouvoir nourrir leur famille, pour en faire un métier. Puis moi, j'ai rencontré assez d'artistes, assez d'entrepreneurs culturels qui ont des bonnes idées, qui sont hyper talentueux, qui sont ici au Québec par chez nous, mais qui languissent dans leur studio, dans le fond, dans le plateau Mont-Royal, tout simplement parce que ce sont des génies qui ont des choses à donner. Mais la société, la manière qu'on a, on n'a pas encore trouvé la bonne manière de l'utiliser et en faire quelque chose qui peut vraiment générer du développement économique pour nos communautés. Puis je pense en particulier dans la communauté noire, on a énormément de talent. Et c'est dommage qu'on ne soit pas encore dans un milieu dans lequel on arrive à voir l'art comme étant quelque chose qui peut être monétisé, mais qui est une pratique professionnelle également qui permet aux gens d'enfants de vivre de ce métier-là. T'as mentionné, c'est quoi l'autre article que tu as mentionné? L'autre article, c'est tellement, je me rappelle plus. L'avenir du français est africain. L'avenir du français est africain. Ça, c'est apparu dans Open Canada. Ouais. Écoute, cet article-là, j'ai écrit en 2021. Ouais, en 2021. 15 juin 2021. Parce que j'avais été approché, dans le fond, pour donner ma perspective, dans le fond, sur l'état du français au Canada, tu sais, puis en tant que Québécois, mais en tant que quelqu'un également qui a vécu ailleurs, puis qui a vu le français parler de d'autres parties du Canada, mais à l'extérieur du Canada également, mais j'avais une certaine sensibilité par rapport à la chose. Puis une chose que je n'ai pas dit, c'est que j'ai enseigné le français aussi. J'ai enseigné le français, j'ai enseigné l'anglais aussi, mais ça, c'est notre conversation pour une autre fois, pour une autre, c'est sûr. Pour un autre dîner. Mais c'est ça, que moi, quand j'avais écrit, l'idée, c'est parce que je vais donner cette perspective-là, on se trouve dans une situation où il faut accepter, dans le fond, que le français est en déclin au Québec. Qu'on le veuille ou pas, le français est en déclin au Québec. Puis il n'y a pas personne qui va essayer de me convaincre du contraire. Puis je vois dans mes interactions, là, quand je parle moi aussi, je vais parler des fois là, en fait, je devrais dire que la qualité du français peut-être est en déclin aussi. Ou la manière dont on parlait auparavant est peut-être en déclin aussi. Mais de manière vraiment quand même assez générale, il faut accepter le fait que le fait français, dans le fond, du Québec, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument protéger à tout coup, qui est absolument nécessaire. Ça nous donne une certaine unicité en Amérique du Nord, puis c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on préserve, puis qu'on promeuve aussi, parce que je pense que c'est vraiment extrêmement important. Et le danger qu'on a en ce moment, par contre, c'est qu'on vit sur un continent dans lequel la population américaine continue à augmenter. On regarde du côté Canada anglais, la population anglophone continue à augmenter. Et on regarde ici au Québec, de manière générale, il n'y a pas une augmentation démographique qui est, je dirais, proportionnelle à l'augmentation démographique, dans le fond, de ce qu'on voit dans les Amériques, de manière générale. Donc, le Québec doit voir l'Afrique comme étant la place où aller chercher des gens qui parlent français, tout simplement parce que les Français eux-mêmes quittent le français, quittent la France pour venir s'installer, pour aller s'installer ailleurs, pour venir s'installer ici, au Québec. La ville francophone en ce moment, avec le plus de... La ville mondiale en ce moment avec le plus de personnes qui parlent français, c'est où d'après toi? C'est où? Oui, c'est quoi? Je sais pas. Tout le monde dit Paris. C'est Paris? Non. Bordeaux? Non. Non. Québec? Non. Non. Montréal? Tu peux continuer. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Pas du tout. C'est Kinshasa. Donc, le plus gros, la population de l'Afrique augmente à une vitesse fulgurante. C'est des héritiers, dans le fond, du colonialisme, très jeunes en plus, un héritier du colonialisme français, mais naturellement, dans le fond, des héritiers de la langue française. Donc, en ce moment, la place au monde où on parle le plus français, c'est présentement en Afrique. Et cette population va continuer à augmenter, alors que ici au Québec, on voit un déclin au niveau démographique. On ne fait pas beaucoup d'enfants au Québec de manière générale. Un peu la même chose, même pour les Canadiens francophones aussi qui sont à l'extérieur du Québec.
Et du côté de la France, le monde quitte la France pour venir s'installer ici et ailleurs. Fait que, en raison de ça, en raison de ce décalage-là entre l'augmentation des personnes qui parlent français sur le continent africain et les personnes qui parlent le français au Québec et les personnes qui quittent la France pour aller s'installer ailleurs, mais pour que le Québec puisse réussir et pour que la langue française puisse continuer, dans le fond, à vivre, il va falloir retourner et regarder vers l'Afrique. Mais avec le système systémique, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être facile? Dans quel sens? Ben, quand on parle de système systémique, c'est surtout par rapport avec la politique, surtout au niveau du gouvernement, du gouvernement du Québec, ou du moins la politique qu'ils ont appliquée par rapport à l'immigration, certaines choses. Si on prend par exemple le gouvernement qui est en place avec sa politique anti-immigration, est-ce que tu penses surtout aller chercher des gens de l'Afrique, surtout avec un système systémique, un gouvernement qui ne reconnaît même pas que le système systémique existait dans son Alors, tu parles de racisme systémique. Ouais. Ouais. Écoute, je ne sais pas à quel point je suis prêt à dire que le gouvernement du Québec est anti-immigration. Parce que il faut voir l'immigration au sens large. En ce sens que c'est des gens qui arrivent de peu partout à travers le monde. Là où ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être de la manière de recruter les immigrants. Les immigrants, de sélectionner, si tu veux, les immigrants pour des raisons socio-historiques, etc., qu'on peut avoir une certaine préférence par rapport à certaines parties du monde comparativement à d'autres. Je ne pense pas que c'est une position qui est nécessairement anti-immigration, mais qui nuance quand même les approches que prend le gouvernement pour, dans le fond, aller chercher ces immigrants. Pour pouvoir s'assurer, dans le fond, que le poids démographique du Québec demeure sensiblement le même à l'intérieur de la Confédération canadienne. Okay. Par rapport avec... avant de rentrer dans... Parce que là, je viens de recevoir ta publication officiellement, en tant que candidat. Mais avant d'en parler, j'ai une question sur ton entreprise sociale qui est CCCAM. À partir de quel moment tu décidais de créer CCCAM? C'est ça, la question est simple. À partir de quel moment tu décidais de créer CCCAM? Est-ce qu'il y avait un besoin par rapport avec, puisque ton expérience... Est-ce que tu vas voir la version romancée ou tu vas voir la vraie version? Ben, j'ai besoin de la vraie version. Pas moi, mais pour tout le monde. Okay. À partir de quel moment tu te disais, OK, je pense qu'il y a un besoin. Il y a tel besoin dans tel secteur. Ou du moins, il faut que je fasse quelque chose pour renforcer aussi ce travail-là, ou du moins pour continuer ce travail-là. Parce que la version... ce que je connaissais, en lançant CCCAM, tu étais quand même bien, un très bon emploi, et puis d'un coup, tu as tout laissé pour te consacrer à ça, qui est un projet, à temps plein, une vision. Sans salaire. Sans salaire. C'est comme... je sais pas à quoi je pense. Là, je te pose la question pourquoi. Parce que... À un moment donné, cette affaire de sans salaire va devoir arrêter. C'est un peu ma situation à moi. C'est un peu ma situation. Comme présentement, c'est toi invité. Mais j'aimerais entendre ta version pour pouvoir aussi... Ça va aussi aider les gens à comprendre quand tu veux quelque chose, il y a vraiment une façon, il y a une manière de concrétiser ça. Et quand tu veux aider une communauté ou du moins une population en général, il y a une façon de faire ça. Et pour faire ça, tu n'as pas le choix de te sacrifier. Sacrifier à toi, sacrifier à ta famille, sacrifier à beaucoup de choses. À peu près. Pour en arriver là. Et c'est ça pour que je veux ta version à toi. C'était quoi l'idée? Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Mais écoute, étant donné que je ne veux pas te donner la version romancée, j'aurais dit, ah, tu sais, ça fait toujours longtemps que j'ai pensé à... Moi, je parle de la vraie version. Communauté. Ça aurait été la version. La version, là, c'est que je venais de quitter la politique fédérale à Ottawa. J'avais été offert un job par la banque de Montréal, je ne vais pas donner la banque, par une grosse banque, pour aller travailler pour un nouveau corporatif, pour devenir leur directeur nord-américain pour l'impact social.
OK? J'ai décidé entre-temps que je voulais prendre des petites vacances. Donc, je suis parti en plein COVID. Je suis parti en Turquie pour aller faire le tour. Puis le temps que j'étais en Turquie, littéralement, j'ai eu un rêve par rapport à un centre culturel. Puis c'est la première fois dans ma vie que l'idée, dans le fond, d'un centre culturel, au moins de qu'est-ce que je me rappelle, est quelque chose à laquelle j'avais pensé. J'ai eu le rêve, mais c'est tellement vif comme rêve. Il semblait que j'étais dans une réalité, là, tu sais. Puis je suis comme, OK, c'est rare des choses comme ça m'arrive, il faut que je fasse quelque chose. De la Turquie étant, j'ai commencé à appeler du monde, le lendemain. Pour leur poser des questions par rapport à un centre culturel, puis qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en cours en ce moment, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qu'on a besoin de la communauté, etc. Puis tout le monde, à l'unanimité, comme, tu as un grand besoin, ça fait longtemps qu'on en parle, il n'y a jamais personne qui a rien fait. Ou ceux qui ont essayé de faire quelque chose, ça n'a jamais absolument réussi. Puis moi, en tant que gars qui aime me challenger, moi, j'adore le chaos. Hein. Moi, là où les choses ne vont pas bien, c'est là où je me sens mon meilleur. Parce que je vais toujours dans la place où les autres ne veulent pas aller. Fait que je carbure, dans le fond, à transformer les choses. Tu sais, je suis un bâtisseur de nature, c'est là que je me sens bien. Tu sais, quand les choses vont trop bien, j'aime pas ça. On dirait qu'il y a quelque chose qui va mal aller. Tu sais. Je vais toujours aller dans les choses que je pense que c'est vraiment très chaotique parce que ça me permet de faire une différence, un impact. Fait que finalement, j'ai dit, OK, ça devient mon challenge. Je suis revenu de la Turquie 2 semaines et demie plus tard. J'ai commencé à appeler du monde. C'est comme, j'ai tel projet, j'ai telle idée, j'ai commencé avec ma bac. La moitié des gens, je n'avais jamais rencontré dans ma vie. Mais je savais plus ou moins qui ils étaient. Je suis allé sur LinkedIn, j'en ai trouvé des noms. J'ai trouvé des personnes qui je savais qui avaient de l'argent, qui pouvaient me donner un chèque de 5 000 ou de 10 000 $. Puis le Centre culturel Afro-Canadien de Montréal est né 2 mois plus tard, en mai 2021. OK, j'ai pas pris ma job. Je me suis mis à temps plein à 60-70 heures avec toute une équipe de personnes, leaders de la communauté qui étaient vraiment complètement extraordinaires. Mon frère m'a donné un chèque. Des gars comme Franck c'était limite de m'ont écrit un gros chèque. T'sais, des amis que j'ai qui sont des médecins, ils m'ont donné des gros chèques. Puis ils m'ont dit la chose. Ils m'ont dit qu'Alain, rappelle-toi que on investit parce qu'on pense que c'est nécessaire, mais rappelle-toi surtout qu'on investit dans toi, tu sais. Puis l'idée ici, c'est parce qu'il me faisait confiance. Parce que justement, un gars que quand je commence à faire quelque chose, là, je lâche pas le morceau. Puis quand on a évalué avec le temps, comme quelques mois plus tard, etc., on a fait faire des petites études, etc., on s'est rendu compte pour vraiment avoir l'ambition, mesurer l'ambition qu'est-ce qu'on avait, ça allait nous coûter 35,5 millions de dollars. J'avais le choix à ce moment-là d'abandonner ou j'avais le choix de continuer. Puis, regarde, 24 millions de dollars plus tard, le CECAM va très, très bien. 6 employés à plein temps. On l'a fait dans l'espace de 3 ans et demi. Et le CECAM, c'est maintenant le centre qui va représenter l'art et la culture des communautés noires à l'échelle du Canada, puis qui va avoir une place significative pour la communauté haïtienne aussi. Et puis moi, j'entends que le CECAM devienne un vecteur, un éclateur, dans le fond, de l'art de la communauté noire, mais en particulier de la communauté haïtienne aussi. Je pense que c'est un besoin qui est énorme. Je sais qu'il y a beaucoup à offrir dedans. Puis je pense qu'on va y arriver. Ouais. Tu viens de lancer ta candidature en tant que député, surtout dans un quartier qui est à Montréal-Nord. Si on prend, à partir de quel moment que tu voyais il y a un besoin en tant que politicien, là je parle avec le politicien, l'engagé, il y a un besoin à Montréal-Nord, il faut que je me lance en politique, il faut que je lance ma candidature pour pouvoir aller aider ces jeunes. Parce que je sais que Montréal-Nord, c'est l'un des arrondissements qui a beaucoup de jeunes. Donc, si on prend leur taux de popularité, ils sont très jeunes. Donc, à partir de quel moment que tu voyais, OK, il faut que je me lance dans cette partie-là? J'essaie de me rappeler c'est à quel moment est-ce que j'ai eu l'idée. Je sais quand le député actuel, c'est Emmanuel Dubourg, a annoncé qu'il ne se présentait pas. C'est ça que j'ai reçu énormément d'appels. Beaucoup d'appels. On dit, hey, Emmanuel Dubourg a annoncé qu'il ne se présente pas. T'es avec ton profil, avec tes connexions, tes connaissances, ton expérience que tu as à Ottawa, tes connexions que tu as ici dans la ville. On a besoin de quelqu'un comme toi, admettons, pour faire le travail de député de Montréal-Nord. Puis à ce moment-là, j'ai catégoriquement refusé.
La réponse est un non catégorique. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Mais écoute, moi, tu sais, je fais rien à moitié, OK? J'étais encore pris, dans le fond, de toute la question, dans le fond, d'amener de l'argent pour le centre culturel. C'est un projet de 35 millions de dollars dans lequel j'ai embarqué, genre, plein de monde, là, qui ont travaillé de manière diligente, mais acharnée, dans le fond, pour faire avancer le SECAM. J'avais senti que si, à ce moment-là, j'avais déjà changé d'idée, que j'avais peur que je ne pourrais pas me consacrer corps et âme à ce projet-là, et qu'entre-temps, j'aurais abandonné également ces personnes-là, ou au moins j'aurais créé la perception que ma tête est ailleurs. Et je voulais absolument mettre mon focus vraiment à 100% dans le fond de l'idée du centre culturel. Et j'avais du financement à compléter. Donc, quand on a annoncé au mois de mai dernier qu'on allait avoir 16 millions de financement, puis qu'on avait déjà levé à peu près 2 millions de financement, je savais qu'on était à 18 millions de dollars. Et j'ai commencé à passer un petit peu plus à la chose quand j'ai eu d'autres appels, tu sais. Puis après ça, de fil en aiguille, l'argent a continué à entrer. J'avais déjà une structure qui était assez solide au niveau du SECAM, du centre, avec des employés qui sont vraiment hors pair, un conseil d'administration qui travaille avec une présidente, un vice-président qui font un travail vraiment unique. Donc, j'ai commencé à réfléchir à la chose un petit peu plus. Puis je te dirais vraiment, finalement, ce n'est vraiment que de manière officielle, ce n'est que cet automne, l'automne dernier, que j'ai finalement décidé qu'effectivement, je voulais me lancer parce que je sentais que l'organisation était prête pour voler de ses propres ailes. J'ai reçu beaucoup de garanties de mes grands donateurs autour du centre que même si j'étais pas là, qu'ils vont continuer à supporter le centre. C'est une crainte que j'avais. Puis à ce moment-là, ça m'est devenu beaucoup plus clair qu'il fallait le faire. Mais la raison pourquoi je le fais, c'est parce que, comme je te dis, j'ai un attachement profond à Montréal-Nord. J'ai dit, mes parents sont arrivés ici, se sont installés à Montréal-Nord après qu'ils sont mariés. C'est la première maison qu'ils ont eue, c'était à Montréal-Nord. J'ai encore mes tantes, mes cousins, etc., qui habitent à Montréal-Nord. Quand j'étais jeune, je venais ici, je suis toujours à Montréal-Nord. Et encore aujourd'hui, je viens régulièrement à Montréal-Nord. J'ai été impliqué civiquement, politiquement dans Montréal-Nord, à faire du bénévolat, à faire des campagnes, etc. Et finalement, quand je regarde Montréal-Nord, puis la taille de challenge, mais surtout les opportunités qui existent, moi, ça m'excite. Je dis, moi, je suis un gars, j'adore un beau challenge. Puis je pense que les gens que j'ai rencontrés, avec tous les appuis que j'ai eus sur le terrain, des gens qui me font confiance, qui me croient vraiment dans mon leadership, les gens qui connaissent mes valeurs, mon intégrité, ma détermination à changer les choses, c'est à ce moment-là, quand j'ai compris que j'avais ce soutien-là, puis que je ne serais pas tout seul dans le travail qu'on a à faire à Montréal, puis c'est un travail qu'on faisait ensemble, collectivement, comme communauté, j'ai eu toute l'assurance que je pense que j'avais besoin. Tout comme quand j'ai fondé le SECAM, je sentais que j'étais bien entouré, mais j'ai dit comme Montréal-Nord, le temps est venu de changer les choses, puis je vais être cette personne-là qui va vraiment transformer l'image de Montréal-Nord. On reste toujours à Montréal-Nord. Si on prend par exemple, à Montréal-Nord, il y a beaucoup de jeunes, surtout, et Montréal-Nord, parmi si on prend les arrondissements qui ont plus de jeunes, qui, au niveau éducation, qui n'ont pas soit terminé leur soit secondaire 5 ou leur étude. Autant de décrochage scolaire. Décrochage scolaire. Et pour moi, c'est quand même un grand travail, c'est un défi pour toi en tant que présentement candidat, mais qui sera bientôt député. Et si tout se passe bien, et comment tu comptais relever tous ces défis-là, aborder ces jeunes-là? Comment tu comptes, je peux dire, refaire surface avec ces choses-là, pour que ces jeunes-là comprennent que l'éducation, c'est exactement la clé? Écoute, on parle souvent beaucoup de Montréal-Nord comme étant un quartier avec des enjeux énormes. Puis il y en a des enjeux, ils sont énormes. Mais je crois que le potentiel qui existe est nettement supérieur comparativement aux problèmes qu'il y a à Montréal-Nord. Les jeunes, pour moi, c'est une priorité absolue. Et un engagement que je me suis donné, c'est que le temps que je serai député de Montréal-Nord, peu importe le temps que je vais durer, que je me donne comme objectif, je vais travailler pour ça, qu'en dedans de 8 ans, qu'on ait un centre sportif ici à Montréal-Nord. Qu'on amène l'argent fédéral qui manque en ce moment, qui aurait dû arriver, ça fait longtemps, ici de Montréal-Nord, dans l'accomplissement et l'aboutissement du projet d'un centre sportif. Le centre sportif, c'est pas seulement pour les jeunes.
C'est pour les jeunes en ce sens que on a des problèmes, dans le fond, de jeunesse, que ce soit dans le fond d'oisiveté, de criminalité, etc. Épanouissement, tout simplement parce que les jeunes, souvent, quand ils sortent de l'école, ils veulent faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire. Partout dans la ville de Montréal, dans tous les arrondissements, tout le monde a un centre sportif. Pourquoi ici à Montréal-Nord, on n'en a pas un? Donc, Montréal-Nord, en ce moment, c'est la place au Canada qui a une population de plus que 100 000 habitants qui n'a pas un centre sportif. C'est une aberration complète. Je pense que c'est un échec de nos gouvernements. C'est un échec de société. Et puis, on doit le corriger. Puis moi, mon objectif, dans mon travail que je vais faire en tant que député, c'est vraiment de corriger cet échec-là. Le temps est venu pour le faire. Puis nos jeunes ont besoin de sentir qu'ils sont importants, qu'ils sont encadrés, qu'on les aime, qu'on travaille pour eux, qu'on les représente, qu'on leur ressemble dans leurs aspirations, de la chose qu'ils veulent voir, comment ils veulent contribuer à la société. Et moi, je veux et je serai cette personne-là une fois que je deviens député, et je suis déjà dans mes engagements aujourd'hui. Et l'autre côté du centre, c'est que pour les parents, de manière générale, je peux comprendre également pourquoi nos jeunes se ramassent dans les rues à faire toutes sortes de trucs qui ne sont pas corrects. Parce que, tu sais, on a des parents qui arrivent ici, comme je t'ai dit tantôt, qui ont dû faire le tour quasiment de l'Amérique du Nord, souvent à pied ou à moitié à pied, pour se rendre ici au Canada, pour avoir une famille, avoir des enfants, avec très peu de ressources. Puis quand elle a un petit job, doit travailler 2 jobs, son enfant, il n'est pas capable de s'en occuper, nécessairement. Pas parce qu'elle ne veut pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais c'est parce que sa priorité numéro 1, c'est lui donner quelque chose à manger. Donc, il faut qu'elle travaille 2 jobs, puis souvent, ça va être une mère monoparentale, etc. Mais comment est-ce qu'on peut s'attendre de ces mêmes parents-là d'être présents pour leurs enfants, pour les amener à un match de hockey ou de basket ou aller jouer au football? Comment on peut attendre que ça arrive? Fait qu'on a une responsabilité de société également pour s'assurer que on s'occupe de nos personnes également, on s'occupe des parents de nos enfants aussi. Puis le centre sportif a un potentiel unique, à tout le moins, pour aider à pallier cet enjeu-là, de sorte que quand la mère n'est pas là, parce qu'elle doit travailler, au moins elle sait que son enfant est au parc, en train de faire une mauvaise fréquentation, mais peut-être à la place, dans un centre sportif, dans une classe ou quelque chose, en train de jouer au volleyball ou en train de faire quelque chose, tu sais. Puis c'est pour ça que le centre, au-delà de l'aspect actif, physique, etc., c'est surtout que sur le plan social, l'impact que ça va avoir, pas seulement sur la vie de nos jeunes, mais surtout sur la vie des parents aussi de ces jeunes-là. La communauté en général. Ouais. Ben, tout ce que je vais dire, c'est déjà, je te souhaite quand même un très bon parcours. C'est sûr que si tu gagnes, c'est le Montréal-Nord qui gagne. Donc, il faut le dire plus fort, ça, par exemple. Hein? Non, il y a le micro. Donc, je te souhaite bonne chance. Et si tu gagnes, c'est Montréal-Nord qui gagne. Parce que... J'ai pas besoin de la chance, j'ai besoin d'appui. D'appui. Et de vote. Donc, c'est comme ça qu'on gagne. Les gens de Montréal-Nord entendent tout ça, donc ça va venir. Alan, je pense qu'ici, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de sujets à aborder, et on n'avait pas le choix de switcher un petit peu par rapport avec tout ce qu'on avait à dire. Sinon, on a pour l'autre assiette. Donc, merci Alan d'avoir accepté l'invitation pour ce tête-à-tête. On avait décidé de prendre un dîner et puis de parler un peu de tout et de rien. C'est un très bon... il y a beaucoup de choses que je ne savais même pas sur toi, Alan. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses sur toi. Il y en a aussi, oui, il y avait beaucoup de choses que je savais par rapport avec mes recherches, mais il y a des choses aussi que je ne savais pas. Donc, c'est mieux de toujours avoir des conversations comme ça, tranquillement, relax, pour en parler, surtout si c'était une chose. Et tout ce que je souhaite à dire, c'est déjà, c'est de vous dire bonne chance par rapport avec tout ce que vous avez déjà accompli, mais tout ce que vous allez accomplir aussi pour la communauté. Et c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à dire ou à adresser avec les gens de la communauté, peu importe Montréal ou Montréal-Nord, et les gens aussi qui te supportent aussi, peu importe, déjà dans ton engagement social, mais aussi dans ton parcours politique, ce serait quoi?
Écoute, c'est vraiment simple. Je suis vraiment à un moment, on est vraiment à la croisée des chemins, nos communautés, où est-ce qu'on a des gains significatifs qui ont été faits dans les dernières années sur le gouvernement de M. Trudeau, et j'ai eu la chance et le privilège d'avoir travaillé en coulisses pour vraiment faire avancer des dossiers de la communauté. Il existe un potentiel qu'une autre personne se présente et devienne demain matin le premier ministre du Canada. Et cette personne-là, on sait déjà qui c'est, puis il va se présenter, il s'est déjà annoncé. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins, dans le fond, pour qu'est-ce qu'on doit faire, dans le fond, pour maintenir, au moins pour sauver qu'est-ce qu'on a déjà en tant que communauté et les acquis qu'on a. Donc, je suis la personne qui me présente pour faire partie des discussions, pour faire avancer le Parti libéral du Canada, faire avancer le Canada, faire rayonner notre beau pays, mais aussi avec toute la conscience qu'on a un travail aussi en tant que personne d'origine haïtienne, quelqu'un de noir à faire également pour s'assurer que les programmes, les initiatives qui supportent nos communautés puissent être protégés. Donc, j'ai l'expérience, j'ai la passion, j'ai livré la marchandise et j'ai toute la volonté et la détermination pour faire ce travail-là. Puis j'espère que les gens auront la chance de pouvoir me découvrir et m'appuyer, surtout pour les gens qui habitent Montréal-Nord. Donc, si vous ne savez pas qui je suis, rendez-vous facilement sur www.allenalexandre.ca, donc A-L-L-E-N alexandre.ca. Puis les gens peuvent toujours me découvrir là, puis comprendre c'est quoi ma vision pour Montréal-Nord, mais également qu'est-ce que j'ai pu réaliser dans les dernières années si les gens n'ont pas eu la chance de découvrir durant notre beau repas.